Bonjour et bienvenue dans Ça Papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de te retrouver à nouveau cette semaine. Alors par contre, ce qui va changer un petit peu aujourd'hui, c'est que je vais expliquer comment je travaille, puisque je suis formatrice, comme tu le sais, et j'avais envie d'expliquer un petit peu comment moi je voyais les choses en formation. Et du coup, voilà, cet épisode, elle va être dédiée à mes techniques, à moi, à comment on peut vivre en fait une formation avec moi. Alors la première chose à savoir, c'est que donc je me suis formée j'ai passé une partie de mon titre de formateur professionnel pour adultes en 2023, parce que c'est un titre qui est en plusieurs morceaux. Aujourd'hui, il est en 4, à l'époque, il était en 2. Donc j'en ai passé un. Et pour autant, c'est pas parce que j'ai pas le titre entier que je suis pas formatrice. Mais j'avais besoin, moi, de faire cette formation en 2023 pour asseoir un peu ce que je savais, mettre des mots sur ce que je faisais sans le savoir, et en apprendre plus, en fait, sur le métier de formateur. Et en fait, pendant cette formation, j'ai passé 70 heures avec des personnes extraordinaires, des formatrices vraiment super, qui n'ont absolument pas utilisé un vidéoprojecteur. Et ça, c'est cette première claque que j'ai eue pendant cette formation, parce qu'il n'y en a eu plus d'autres. Mais ne pas utiliser de vidéoprojecteur, c'est possible en fait en formation. Il suffit de le vouloir et de vouloir faire partager ou de partager une expérience ou partager un savoir différemment aux gens qui sont dans la salle. Donc c'était quelque chose déjà qui était pesant pour moi d'avoir un vidéoproj avant la formation. Donc c'était quelque chose qui me grattait. C'était pesant parce que, fallait tout le temps être assuré qu'on avait un vidéoprojecteur sur place, ce qui n'est pas forcément le cas, donc toujours s'inquiéter de ce petit détail-là. Deuxième chose qui m'inquiétait beaucoup, c'est de devoir à chaque fois réadapter le contenu de ma formation, en tout cas remettre dans l'ordre le contenu, le diaporama en fait que je mettais avec le contenu de ma formation. Parce que je pouvais très bien animer le même contenu, mais d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas un module avant l'autre ou après l'autre, etc. Des fois, ça changeait. Je voyais, selon l'expérience que j'avais eue la fois d'avant, ce que ça m'avait apporté. J'avais envie de changer et d'apporter des changements. Et donc, du coup, ce diaporama, il était tout prêt, mais à chaque fois, il fallait le changer. Et j'avais cette petite pression, cette grosse pression par rapport à ce diaporama. Et quand j'ai eu cette claque, en fait, de voir que l'on pouvait animer sans vidéoprojecteur, ça m'a soulagée d'un poids vraiment énorme. Vraiment, je découvrais que c'était possible. Donc, la première chose que j'ai voulu faire après la formation de formateur, que j'ai voulu appliquer tout de suite, c'est mettre à la poubelle mes diaporamas. Alors, je ne les ai pas mis complètement à la poubelle, mais je n'utilise plus de diaporamas. Donc, il n'y a pas un défilé de 150 ou 200 diapos lors d'une formation de 2 jours, très loin de là. Par contre, je l'ai gardé parce que les idées étaient là, mais en fait, je le garde en tant que mémo. Donc, en fait, je pars d'un diapo qui cumule les idées que j'ai partagées en formation. Quand je passe la formation avec les gens que j'anime, etc., il y a des sujets qui ressortent. Donc, je garde en mémo ce qui est ressorti et ce qu'on a gardé en fait dans le déroulé de la formation. Et ce mémo-là, finalement, c'est ça que je partage. C'est mes anciens diaporamas de formation que les gens reçoivent en fait en tant que mémo. Donc voilà, le message est clair. Quand je fais des formations sur l'efficacité pro, il n'y a pas de vidéoprojecteur. Je pourrais très bien utiliser un vidéoproj ou un écran, parce qu'il y en a de plus en plus des écrans dans les salles, ce qui est super, pour partager des sondages, pour partager des activités ludiques, en tout cas des activités qui font participer les gens. Ça oui, mais il n'y a plus de diaporama que je fais défiler tout le long de la journée. Ça, c'est clair et net.
Ensuite, la deuxième chose, que j'aime bien faire, c'est d'avoir des petits groupes. Alors quand je dis, petits groupes, c'est à partir de 4 jusqu'à 8. Après, je peux bien sûr aller au-delà à 10, 12, mais 12, en fait, c'est mon grand maximum. Quand je suis à 8, en général, on a une sorte de confort. Pourquoi? Parce que les gens sont plus à l'aise, on est dans un petit cocon, ils vont parler plus librement. Et le fait de libérer la parole comme ça va emmener des discussions, des échanges, des témoignages. On va être plus dans la confidence. Et dans la formation en efficacité pro, gestion du temps, gestion des priorités, là, tout ce que vous mettez là-dedans, ce n'est pas juste une question d'outils. C'est une question aussi de recul et de prise de conscience de sa situation personnelle. Et quand on parle de sa situation personnelle, même si elle est au travail, il y a parfois du perso qui rentre là-dedans. Donc, il faut entendre le mal-être peut-être des gens. Et d'être 15, 18, 20 dans une salle, ça n'est pas possible. On ne peut pas entendre ce que les gens ont besoin de partager. Donc, 12, c'est vraiment le grand maximum. Mais j'aime bien, en fait, quand on est 8, 10, c'est plutôt sympa, c'est confort. Et tout de suite, ça fait un petit effet cocon. Ce que je fais aussi pendant... alors, c'est grâce aussi à cette formation de formateur que j'ai découvert aussi cette pratique-là, ce sont des cercles. Alors, on a bien sûr le droit toujours à des réflexions un petit peu déplacées, un peu concon, on pourrait dire. Mais voilà, dès que je place les chaises en cercle, j'ai le droit, régulièrement, c'est pas à chaque fois, mais régulièrement, j'ai le droit à ah ben on va faire une réunion d'alcooliques anonymes. Bon, non. Alors déjà d'une, il faut peut-être savoir ce que c'est, une réunion d'alcooliques anonymes. Moi, je ne sais pas ce que c'est, donc je n'ai pas vu. C'est la représentation qu'on en a dans les films, mais si ça se trouve, c'est même pas comme ça. Mais il y a une raison si ça l'est. Si ce sont des cercles, c'est parce qu'en fait, les gens n'ont pas de table devant eux et on se voit tous. C'est-à-dire que si le cercle est très bien fait, toutes les personnes voient toutes les personnes, le reste en fait de la salle, tout le reste du groupe en fait, peut voir chacun. Et ça, ça fait un lien en fait, quand on met ça dès le départ dans la formation, quand j'invite les gens à venir au tout départ de la formation à se mettre en cercle, c'est pour apprendre à les connaître. Mais peut-être que eux non plus ne se connaissent pas. Donc c'est aussi pour eux une manière d'apprendre à se connaître, à se jauger un petit peu. Et en tout cas, à voir tout le monde et à écouter tout le monde. Parce que dans ces périodes-là d'accueil du groupe, je vais poser des questions, je vais faire des activités pour découvrir leurs attentes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher en fait dans la formation, les enjeux qui sont derrière, avec en fait quels changements peut-être ils veulent voir apparaître derrière, donc quels sont les enjeux de cette formation. De quoi ils craignent, de quoi ils craignent, c'est absolument pas français. Qu'est-ce qu'ils craignent dans la formation? En tout cas, ils doivent se dire, oh là là, on m'a encore mis dans une formation gestion du temps, j'en ai rien à carrer. Autant que je le sache. Donc, qu'est-ce qu'ils craignent là-dedans? Est-ce qu'il y a des activités qu'ils craignent? Voilà, qu'est-ce qui peuvent ne pas les mettre à l'aise? Tout ça, je dois le savoir dès le départ. Et ça me permet aussi de les rassurer quand j'ai des gens qui me disent je veux pas, par exemple, j'ai déjà vécu de nous faire jouer des rôles, voilà, je dis moi, dans la formation, je le fais pas. Donc, ça permet tout de suite de fermer la porte sur une crainte qui n'a pas lieu d'être en fait, puisqu'elle ne va pas exister, cette activité-là. Donc ça sert à rien que la personne, elle démarre la formation en disant « Oh là là, j'espère qu'on va pas faire de petites scénettes, de jouer un rôle, tout ça. Je suis absolument pas à l'aise avec ce truc-là. Alors j'espère que ça va aller. » Puis elle stresse en fait la personne jusqu'au bout pendant les 2 jours. Elle va stresser pour et être elle va pas être vraiment dans la formation tant qu'elle n'a pas la réponse à cette question-là. Donc au final, je résous déjà cette problématique-là dès le départ, il n'y en aura pas. Donc voilà, dès que les craintes sont posées, les enjeux sont posés, les attentes sont posées, j'en sais déjà un peu plus sur le groupe et le groupe aussi sait, en tout cas chaque personne aussi sait ce qu'attendent les autres. Et ça, c'est vachement important, puisque là, je vais dire aux personnes, ça, cette thématique, je vais l'aborder, ou en effet, et j'espère que ça va répondre à votre besoin. Normalement, oui, mais c'est vous qui me direz. Ou alors, cette thématique-là ne sera pas vue dans cette formation, et peut-être qu'on pourrait en reparler à un autre moment, ou voilà, et puis ça pourrait peut-être ouvrir aussi des discussions entre les personnes. En tout cas, il y a un commencement de cadre là qui arrive, un petit début de cadre.
Le cadre d'ailleurs, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il faudrait aux personnes pour être à l'aise pendant cette formation. Donc ça, c'est aussi une activité que je demande, que je fais faire aux personnes en fait. C'est alors moi je l'appelle la bulle de confort, toujours depuis ma formation de formateur, parce que j'ai adoré cette idée de confort. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait aux personnes présentes pour être confortables, libres de dire ce qu'elles ont à dire pendant ces 2 jours avec moi et avec le groupe. Et alors parfois, et même très souvent, il y a des personnes qui sont timides, hein, elles ne connaissent pas trop en fait ces techniques-là, elles découvrent en fait qu'on peut aussi faire ça en formation. Euh, et alors il y a parfois des paperboards qui sont pas très pleins. Et voilà, elles sont plutôt dans la retenue. Puis des fois, voilà, j'ai des paperboards qui sont beaucoup trop petits pour toutes les idées que les personnes ont. Et puis, à chaque fois qu'il y a une idée qui apparaît dans cette bulle de confort, en fait, tout le monde doit être d'accord avec ça. Donc, c'est quand on le dit oralement, moi j'attends en fait que quelqu'un peut-être réagisse en disant bah non, je suis pas d'accord. Mais en général, quand même, c'est une question de bon sens. Par exemple, le non-jugement. Voilà, donc personne ne va dire bah non, je suis pas d'accord. Donc voilà, en général, tout le monde est d'accord avec le non-jugement et avec d'autres choses. Mais je leur fais dire ces choses-là parce que ça va mieux en le disant. C'est parce qu'on a dit des choses que c'est clair. Voilà, l'information est très claire, elle est arrivée aux oreilles de tout le monde, c'est même marqué sur le tableau. Donc, le cadre est confortable et rassurant et respectueux envers les personnes qui sont là. Il y a des formateurs qui vont proposer un cadre, qui vont dire, voilà, qui vont donner entre guillemets leurs règles, qui vont déjà les poser au mur. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à le faire. Des fois, je me dis que dans des groupes, quand ils n'ont pas d'idée, au final, je devrais peut-être le faire. Mais j'aime bien l'idée que ce soit les gens qui créent eux-mêmes leur cadre et leur bulle de confort parce que ils commencent à être acteurs en fait de la formation. Et je me dis que si je leur impose des règles, peut-être que s'ils vont pas être d'accord ou voilà, peut-être que ça va pas correspondre à leurs envies du moment. Je sais pas, ou peut-être que je vais en oublier aussi. Donc j'aime bien cette idée-là qui participe et qui soit acteur de tout ça. Et moi aussi, je suis actrice en fait, parce que la bulle de confort, c'est non seulement pour eux, mais c'est aussi pour moi. Donc moi aussi, j'indique ce qui, moi, me rendrait confortable pendant ces 2 journées de formation. Et en général, il y a 2 choses que je mets parce que les gens n'y pensent pas, parce que c'est normal, c'est ma vision à moi de formatrice. Il n'y a pas de téléphone portable. En tout cas, on n'utilise pas son téléphone portable en vue de travailler pendant les 2 jours de formation. Si on est là, c'est pour avoir un temps ensemble, venir chercher quelque chose, etc. On n'est pas là pour bosser. C'est vraiment une bulle en dehors du travail. Et donc, la deuxième chose, c'est ne pas travailler. Donc, des personnes qui se disent chouette, je vais me mettre dans un coin de la salle avec mon ordinateur et je vais regarder mes mails toutes les heures, bah, c'est pas possible. Parce que la manière dont je gère mes formations, il n'y a pas l'espace en fait pour faire des trucs comme ça. Voilà, donc ça c'est le début de la formation. Ces temps-là peuvent en effet étonner des personnes parce que c'est pas toujours utilisé en formation, surtout des formations catalogue en fait. Voilà, les gens ne sont pas forcément habitués et puis même avec l'expérience de d'autres formations d'il y a 15 ans, 20 ans, on faisait pas les mêmes techniques, donc on faisait pas ces espaces-là d'écoute dès le départ de la formation. Et pourtant, c'est quelque chose qui non seulement se démocratise, qui est de plus en plus utilisé, mais c'est extrêmement important pour la suite de la formation. Je travaille aussi en sous-groupe. C'est-à-dire que à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle salle de formation, je fais en sorte de mettre des petites tables ensemble pour faire des groupes de 4-5 personnes grand maximum. Donc 4, je préfère, puisque après, voilà, quand on est 8, bah, ça fait 2 tables de 4. Quand on est 10, j'essaye de faire 3 tables, en fait, 2 de 3 et une de 4 éventuellement. Mais voilà, j'essaye d'équilibrer, en fait, faire en sorte que les personnes, il n'y ait pas une table de 6 et une table de 2. Clairement, ça, c'est pas équilibré du tout. Donc, on va répartir les personnes et les tables sont déjà installées quand elles arrivent, les personnes, donc elles prennent la place qu'elles veulent, mais j'ai mis le nombre de chaises qui convient. Donc après, s'il n'y a pas la chaise, il n'y a pas la chaise. J'ai eu une formation il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, au mois de décembre, novembre, par là, où j'avais 15 participants. C'était beaucoup trop. Donc, déjà, j'en avais parlé à l'organisme en fait, qui m'avait qui m'avait positionné sur cette formation. Et donc voilà, trop d'inscrits déjà, 15 personnes, c'était beaucoup trop. Et en plus,
les personnes pouvaient venir à 2-3 de la même entité. Donc, du coup, ben, évidemment, elles veulent se mettre ensemble. Mais quand ça bloque, en fait, quand il n'y a pas assez de chaises, ben, forcément, ben, on est obligé de s'éparpiller. Et ces temps-là aussi de formation, c'est aussi d'aller vers l'autre, de découvrir d'autres personnes, découvrir des personnalités aussi, des histoires différentes. Et donc, on sépare un petit peu les gens. Donc, cette habitude de se mettre à côté d'une personne qu'on connaît, je suis la première à le faire, c'est pas toujours bien, c'est rassurant. C'est sûr, mais c'est pas toujours bien parce qu'on est dans le confort et du coup, on va pas forcément peut-être s'ouvrir à quelque chose d'autre. Donc je me rappelle très bien qu'à cette formation, il y avait 2 personnes qui étaient arrivées ensemble et ben, sauf que si je les laissais faire, il y aurait eu, 7 personnes sur une table et ouais, je crois qu'elles étaient 7 et genre 4 de l'autre. Donc déjà, il fallait rééquilibrer, il y en avait 6 sur une. Je devais avoir 5 et 5, maintenant ils étaient 16 même, ils étaient pas 15, donc j'avais 5 et 6 et du coup, enfin c'était, déjà, trop en fait, à 6. Donc bon, on a fait comme j'ai pu aussi, parce que des fois, j'ai peut-être le dos tourné quand il s'installe. Parce que je suis prise aussi, il suffit que je sois avec une autre personne en train de discuter, avec l'arrivée, voilà, je peux ne pas voir, mais je l'ai fait forcément changer de place. Donc voilà, je travaille en sous-groupe. Donc les tables en U comme ça, moi c'est pas mon délire, c'est pas comme ça que je me vois parce que quand on est en fait en table en U, le formateur vient au milieu et il n'est pas inclus en fait dans le groupe. Il y a le groupe et puis il y a lui à part. Et quand on fait des petits groupes, moi je vais de groupe en groupe et je m'intègre en fait aux petits groupes comme ça. Et quand je suis dans le cercle, enfin quand il y a un cercle, je suis dedans. Donc ça m'inclut beaucoup plus moi en tant que formatrice à l'intérieur de tout ça et je me mets beaucoup plus à leur niveau. Qu'est-ce que je voulais partager encore une fois? Le cercle, je vais finir là-dessus. Le cercle, je le fais non seulement au départ, comme je viens de le dire, mais également à la fin. Et éventuellement, donc ça c'est les temps obligatoires, mais éventuellement aussi au milieu de la formation à d'autres temps. Ça dépend en fait comment ont pris les gens au départ cette mise en place de cercle. S'ils se l'ont approprié, s'ils sont à l'aise avec ça, je vais le faire plus souvent. Par contre, s'ils sont pas très à l'aise, je leur impose au moins le début et à la fin de la formation. Alors, c'est pas forcément voilà. Fin de formation et fin de journée. On va faire un petit débrief en fin de journée aussi, savoir comment ça va, comment ils se sont sentis, comment ils repartent, avec quoi ils repartent. Donc, faire ce petit débrief en fin de journée, pour moi, c'est important aussi pour avoir l'état d'esprit des personnes. Déjà que je fais une formation de 2 jours et je vais les laisser dans la nature sans savoir s'ils vont pouvoir appliquer ce que je leur ai proposé. Mais en plus, si je fais pas un petit débrief à la fin de la journée, c'est vraiment, c'est qu'on a un petit peu rien à faire de ce qu'ils ont à dire. Donc voilà, cercle en début et fin de formation et fin de journée. Alors, du coup, dans les activités que je vais proposer, puisque je n'ai pas de vidéoprojecteur, ça va donc être en sous-groupe. Et ça va donc aussi être des activités où ils vont réfléchir. C'est de l'intelligence collective. Donc, je vais leur poser des thématiques, je vais leur proposer un problème, je vais leur proposer un challenge aussi, pourquoi pas, pour qu'ils ressortent des choses. C'est-à-dire que ça va discuter, enfin, déjà, ils vont réfléchir tout seuls et puis après, ils vont discuter avec le sous-groupe. Juste avec 3-4 personnes maximum. Déjà, un échange entre eux, comme ça, hyper important. Moi, j'interviens peu, en fait, là-dedans. J'écoute de loin. Je prends des notes. Je repère. Mais je ne m'immisce pas, en fait, dans leur discussion. C'est vraiment quand je viens les voir, c'est pour savoir comment ça va, s'il y a une consigne de plus à ajouter, etc. Mais en général, j'interviens pas, en fait, dans leurs échanges. Je les laisse discuter parce que c'est un espace vraiment de parole et de liberté, en fait, là-dedans que je leur propose. Je leur propose un cadre qu'ils ne reçoivent jamais d'habitude au travail. Donc ça s'appelle de l'intelligence collective parce que surtout en gestion du temps, en fait, en efficacité pro, c'est pas parce qu'on déroule un diaporama où on leur donne tous les outils, toutes les tactiques, les astuces que ça va marcher, en fait, tout simplement. Je préfère que ce soit les gens qui réfléchissent sur quelle action, quelle activité ou quel outil pourrait être utile à cette personne-là plutôt que de leur imposer un outil. Chaque personne est différente, je ne peux pas leur imposer un système d'organisation, c'est pas possible. On va se retrouver sur certaines choses, comme par exemple comment on définit une priorité, mais à aucun moment
je vais leur imposer une manière de faire. C'est chacun a sa manière de faire et elle est OK. Parce qu'on va être plus efficace soit avec du papier, soit avec des outils en ligne, efficace avec un chrono, sans chrono. Voilà, par exemple, la méthode Pomodoro, pour ceux qui connaissent, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le Pomodoro, c'est 25 minutes de travail actif sur une tâche. Et donc forcément, on a besoin d'un chrono à côté. Il y a des gens, ça va bien sûr aller, ça va le faire et ça va pas les stresser. Et j'ai rencontré une personne, c'était la première fois, il y a pas très longtemps. Elle me dit, mais non, mais moi je veux pas avoir un chrono, ça me stresse en fait à côté de moi. Donc les outils sont là pour être partagés, pour être testés, mais chacun aura sa manière de travailler. Donc, je préfère qu'ils réfléchissent à ce dont ils ont besoin pour répondre à une problématique, mais chaque problématique est propre. Donc, je préfère qu'ils réfléchissent dans ce sens-là plutôt que de leur imposer quelque chose qu'ils vont peut-être pas utiliser et puis ils vont dire ouais, elle était pourrie la formation, c'est toujours pareil. De toute façon, on nous dit d'utiliser ça, puis ça marche jamais. Donc, moi, je veux pas être dans cet état d'esprit-là. Autre chose aussi que je dis en formation dès le départ, dans le cercle, c'est que la formation, elle n'est pas magique. J'ai fait un épisode là-dessus. Donc ça, c'était un de mes premiers épisodes. Ça doit être le 3e du podcast. Donc la formation n'est pas magique. Pourquoi ? Parce que ça ne dépend que d'eux. Et s'ils choisissent leurs outils, si c'est eux qui décident de faire le pas, ce sera déjà beaucoup plus accepté et beaucoup plus faisable et applicable que si c'était moi qui leur imposais quelque chose. Et qu'ils ne feront pas derrière. Donc non seulement ce n'est pas magique parce que je ne suis pas avec eux après la formation, mais ça dépend complètement d'eux. Donc s'ils ne sont pas acteurs dès le départ de la formation, des outils, de la prise de décision, de leur plan d'action, il ne se passera rien derrière. Donc moi j'ai vraiment besoin d'une formation qui soit engageante de ce côté-là. Et pour finir, la dernière chose aussi que je voulais partager par rapport à ma manière de fonctionner, c'est que j'essaye de diminuer les paperboards. Alors, je suis obligée parfois d'utiliser, c'est pas facile de travailler différemment parfois. Par exemple, pour le démarrage, en fait, avec les bulles de confort, avec les enjeux, avec ce qu'ils viennent chercher, etc., on est obligé de le marquer, en fait, quelque part. Donc, pour que ça reste et que ça fasse partie de la formation, on est obligé de le mettre sur des paperboards. Ça va être jeté après, mais voilà, ça va être les seuls papers que je vais utiliser. Et puis, dans les exercices que je vais utiliser ensuite, en fait, j'essaye de les travailler de plus en plus pour qu'il y ait moins de paperboard possible. Parce que c'est des grandes feuilles de papier qui vont quand même être jetées. Donc, il y a eu un temps, dans un exercice, mon mur des problématiques, j'utilisais des grandes feuilles en fait, de paper pour les gens. Donc, j'avais 2 feuilles de paper par groupe. Et ça commençait, en fait, je les réutilisais. Donc, je les ai utilisées pour, je sais pas, moi, une dizaine de formations à peu près. Donc, j'étais déjà très contente de pouvoir les réutiliser. Parce que les gens mettaient des post-it par-dessus. Donc, j'avais ce problème de post-it et de grandes feuilles là, que je me baladais partout. Et au final, je me suis dit, mais bon, en fait, je pourrais définir les 4 zones de mon mur de problématiques avec des cartes plastifiées. Alors oui, c'est du plastique, mais en fait, je vais les réutiliser beaucoup plus longtemps. Et en fait, ces zones-là, ensuite, les feuilles, c'est plutôt des feuilles A4 que je vais réutiliser à chaque fois parce que les gens vont mettre des post-it en fait aussi. Et pourquoi j'utilise les post-it ? Parce qu'en fait, ils mettent une idée par post-it et après, ils vont définir dans quelle zone ça va. Donc, ils ne peuvent pas mettre ça sur une feuille normale. Et après, ils vont aussi les récupérer, ces post-it-là. Donc, plus ça va, plus j'utilise des cartes plastifiées pour les consignes, définir des zones, mettre des questions. Quand je fais des World Café, voilà, je mets des thématiques en fait dessus et je vais les réutiliser. Donc, parfois, je vais en utiliser certains et puis la fois d'après d'autres. Et puis voilà, ça va tourner comme ça. Et puis d'autres que j'utilise tout le temps en fait dans toutes les formations. Donc, c'est mon quotidien. Donc, je suis contente de les réutiliser et de les remettre en fait à disposition auprès des personnes. Donc comme les gens ont aussi besoin de manipuler, de voir par eux-mêmes, parce qu'une consigne qui est à l'oral, elle va pas forcément être tout aussi claire que si on la disait que à l'oral. Donc du coup, je couple avec la consigne écrite pour que quand ils se reconcentrent, parce que parfois ils sont pas concentrés, donc ils sont à nouveau dans la thématique, dans l'exercice, ils reviennent dedans, et ben ils ont besoin d'avoir à nouveau l'information. Donc ils relisent la consigne. Et puis, ils reviennent dessus régulièrement pendant l'exercice. Attends, il avait dit quoi ? Elle avait dit quoi ? On fait ci, on fait ça. Et c'est quoi l'étape d'après ? Donc, même si j'ai défini toutes les étapes au départ,
ils ont besoin de revenir aussi dessus. Donc, je suis obligée d'avoir un jeu de 3-4 consignes par formation, par exercice finalement, parce que il y a plusieurs groupes et qu'à chaque fois, voilà, c'est manipulé, etc. Donc, moi, j'aime bien leur donner la possibilité d'être acteurs, encore une fois, de leur exercice et donc de gérer leur temps. Ça, c'est encore un autre sujet. J'utilise également des jeux. Alors, des jeux de société, non, j'utilise pas le Monopoly, des choses comme ça, non, pas encore. Mais je suis assez intriguée par des personnes qui le font. Donc, il y a des formateurs qui détournent des jeux pour les adapter sur la thématique qu'ils font. Qu'ils animent et j'aime beaucoup l'idée, mais pour l'instant il n'y a rien qui m'a trop voilà, qui est rentré dans mon système en fait à moi et puis dans ma thématique à moi. Donc j'ai beaucoup de mal à trouver ce genre de jeu-là. Des grands jeux de plateau, des trucs comme ça, j'ai pas encore testé. Par contre, des jeux de cartes, oui, mais parce qu'il n'y a pas de consigne dessus. Alors, très souvent, vous trouvez en formation pour les personnes qui utilisent cette technique-là, c'est de photolangage, c'est le jeu Dixit. Donc Dixit, c'est un jeu de visuel en fait où il y a des cartes qui sont c'est très poétique, c'est très imagé, c'est très bizarre aussi des fois selon les éditions. Et en fait, j'utilise ces cartes-là pour faire parler les gens. En fait, je vais leur poser une question, puis ils vont choisir une carte pour répondre à la question. Et donc, ils vont choisir il y a quelque chose sur la carte qui va les attirer parce que ça répond à cette problématique ou en tout cas à cette question que j'ai posée. Et ça engage la conversation. Ça permet d'en connaître un peu plus sur la personne et peut-être d'ouvrir une porte qu'elle aurait peut-être pas ouverte si on n'avait pas en fait tiré cette carte-là. Donc je suis très fervente des petites cartes, donc des cartes jeux, format demi, alors ça va être du A6. Voilà, ça c'est un super format. J'utilise des cartes de valeur, donc Dixit, des cartes avec des symboles, totem par exemple, là, il faut que j'utilise en formation. Je l'ai déjà utilisé, mais pas dans le cadre d'une formation. Donc j'aime beaucoup en fait ces systèmes-là parce que ça permet encore une fois d'ouvrir la discussion et des sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés. Et c'est plus ludique, c'est plus sympa. Il y a quelque chose de derrière qui est recherché. On n'est pas là juste pour jouer. D'ailleurs, le but du jeu n'est pas de jouer. Le but du jeu est de faire en sorte de répondre à un objectif qui est peut-être l'analyse, qui est peut-être la prise de conscience, qui est peut-être la réflexion, des choses comme ça. Ça fait partie aussi des objectifs pédagogiques dans la formation de gestion du temps. Et après, on peut aller sur des outils. Mais au démarrage, on va prendre un peu de recul et faire une analyse sur soi. Donc, c'est un outil qui va nous aider à le faire. Le dernier jeu, par exemple, que j'ai fait, alors là, j'ai utilisé Canva pour m'aider. J'ai la version payante de Canva parce que j'utilise tout le temps à tous les niveaux. Canva, le dernier jeu, pardon, que j'ai fait, c'est parce que j'ai trouvé un jeu en écoutant un podcast, une personne qui fait la même formation que moi, en fait, gestion du temps, qui parle d'un jeu qui s'appelle Crash on the Moon. Donc l'accident sur la Lune. Et en fait, elle en a parlé et j'en avais jamais entendu parler. Je me dis, il faut que je cherche parce que ce truc-là, il est super et il faut que je le mette en place. Et là, donc j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé un jeu donc, qui est exactement le même mais qui n'est pas un jeu édité, si vous voulez. C'est pas un jeu de cartes, c'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu que j'ai trouvé. Il y a les consignes sur 4 feuilles A4 en fait. Tout est annoté dessus. Puis en fait, je me suis dit, bah ouais, mais c'est pas très joli, c'est pas très palpable, c'est pas manipulable. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé Canva et j'ai remis les consignes sur des cartes format A5. J'ai remis les objets du jeu en petites images, en petites icônes, voilà, sur les cartes pour que les gens puissent manipuler et travailler là-dessus. Donc j'ai très très hâte pour mon prochain groupe de formation en efficacité pro d'utiliser ce jeu. Parce que le jeu, c'est quoi? C'est de se mettre d'accord en groupe sur des objets qui vont nous être utiles sur une mission. Alors, c'est vrai que c'est une mission sur la Lune. Là, le but, pour les personnes, c'est de comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue dans les priorités et que quand on travaille en groupe, il faut tous se mettre d'accord, en fait. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante quand on travaille en équipe.
Parce qu'on est tous censés aller dans la même direction et si on n'a pas tous les mêmes outils, en fait, on peut ne pas aller dans la même direction. Et vraiment, j'ai très, très envie de tester ce jeu qui finalement est juste une activité ludique. C'est pas un vrai jeu de société. On va pas gagner des points. Alors, même si, alors là, je viens de dire une bêtise parce que dans les super jeux, on appelle ça des serious games. Bien sûr, on gagne des points, on gagne des bonus, des machins comme ça. Donc, il y a le côté compétitivité qui arrive et qui prend les stagiaires en fait au trip. Donc ça c'est super, mais voilà, c'est pas le genre de jeu que je vais utiliser moi parce que c'est pas mon délire actuellement. Voilà, peut-être que je vais y arriver un jour, mais pas en ce moment. Et puis il y a une dernière chose là que je voulais partager, c'est que pas plus tard que mardi, donc là on est jeudi, j'enregistrais très tard mon podcast, pas plus tard que mardi, j'étais en réunion avec d'autres formateurs et il y a une formatrice que je salue qui s'appelle Sylvie qui a voulu nous partager en fait une activité qu'elle fait en formation elle-même et c'était sur la santé environnementale et ou plutôt l'environnement dans notre assiette. Ouais, ça peut être dans ce sens-là plutôt. Et bref, elle a utilisé des petits cubes pour nous montrer en fait tout ce qu'on cumulait comme mauvaise entre guillemets mauvaise habitude. Et en fait, je me suis dit mais il est super en fait ce point de vue-là et je vais essayer de créer, de construire un jeu avec des cubes. Je ne sais pas où est-ce que je vais les trouver, mais des cubes de différentes formes, de différentes tailles pour montrer, en fait, comment dire, pour le matérialiser les problématiques qu'on a au travail. Les appels incessants d'une copine qui nous demande de l'aide, ou alors quelqu'un qui veut nous faire changer le papier de l'imprimante, quelqu'un qui demande des conseils parce qu'il vient d'arriver dans la boîte et que du coup, ben, il est toujours plein de questions, ou alors le boss, le manager qui nous rajoute des choses et des choses et des choses. Bref, le téléphone qui sonne, le Teams qui sonne, bref, on en a de partout. Et du coup, c'est de matérialiser tous ces voleurs de temps, ces mangeurs de temps avec des cubes, et puis à une certaine limite, ben, on passe en burn-out ou en tout cas en grosse fatigue. Peut-être pas aller jusqu'au burn-out, mais bon, des fois ça arrive souvent, beaucoup trop souvent. Et j'aimais bien en fait cette idée de matérialiser avec des cubes en fait ces problématiques-là. Et si on en enlevait une, en fait déjà on se sentirait peut-être beaucoup mieux. Et c'est ce que je dis aux gens quand ils viennent en formation, c'est que la gestion du temps, c'est quoi? C'est comme un petit train. Donc pour le coup, mon petit cube, bon bah c'est une autre image, mais un petit train, c'est euh, on avance vers un objectif, donc il nous faut une locomotive qui fait avancer le train. Et dans les petits wagons derrière, on a des outils. On met ce qu'on veut dans les outils, on met ce qu'on veut dans les wagons. Mais du moment que le wagon avance et va vers l'objectif qu'on se met, qu'on a posé par soi-même, et, et pour moi, c'est ça la gestion du temps, c'est savoir utiliser des outils qui nous conviennent et qui nous font avancer dans le bon sens et qui nous allègent aussi également. Là, pour le coup, c'est les petits cubes. Donc voilà, c'est le genre de choses en fait que j'aime bien utiliser en formation pour toujours rendre acteurs les gens dans la formation, qu'ils fassent plutôt que moi je fasse à leur place. Voilà. Bon bah voilà, vous avez un peu plus d'informations sur mon univers, la manière dont je fonctionne. Et tant qu'à être là, du coup, bah, j'en profite pour vous dire que j'ai ouvert des dates de formation pour les personnes qui travaillent en indépendant, qui travaillent seules. Donc, il y a 4 sessions qui sont prévues dans l'année. De mémoire, il y en a une en mai, une en juillet, une en septembre et en octobre. Et ça va se situer plutôt entre Lorient et Rennes. Après, si j'ai des demandes ailleurs, pourquoi pas à Paris, on ne sait jamais un jour. Mais pour l'instant, je reste dans ma petite Bretagne. Et c'est ouvert du coup aux personnes qui sont indépendantes, aux dirigeants, aux personnes qui travaillent seules. Et puis, ça peut être aussi pris en charge par les OPCO. Donc, faut pas hésiter à me demander des informations parce que le tarif sera pas hyper élevé. Je sais à combien c'est pénible de demander des formations, des prises en charge avec les OPCO, et les OPCO ne remboursent pas énormément. Donc ce ne sera pas des formations hyper coûteuses, mais très très riches, et surtout en plus avec un petit bonus. Vous aurez forcément en tant que participant un bonus, pas un bonus, n'importe quoi, un suivi, un suivi d'une heure en individuel après la formation pour savoir comment ça va après la formation et qu'est-ce qui a été mis en place et qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je garde. Donc tout ça, ça fait partie du package de la formation.
Donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, n'hésitez pas à me contacter directement par mail ou par les commentaires du podcast. Faut vraiment pas hésiter. Je suis hyper contente quand je reçois des messages. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Allons-y. Je crois que j'ai dépassé un petit peu le temps habituel du podcast, donc on va rester dans le format. Je vous embrasse. J'espère que vous prenez soin de vous. En tout cas, je vous le dis, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder et je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!